Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, on rencontre un leader d'exception, un expert passionné des habitudes et des changements de comportement. Son moteur d'action, savoir accumuler les micro-actions afin de transformer notre vie de façon durable. On rencontre un homme engagé, déterminé et convaincu qu'une suite de petits gestes, de petites habitudes est la seule recette pour des résultats triomphants. Il est le fondateur de Micro Omega. Il est conférencier, formateur et coach certifié. Veuillez accueillir directement du Portugal mon ami et mon collègue Étienne Chartrand, alias Tony C. Étienne Chartrand, salut mon ami, comment vas-tu? Salut Vincent, ça va super bien. Très heureux de te retrouver aujourd'hui. Merci de me recevoir. Vraiment un honneur. Très heureux. Merci. Ben, merci d'accepter cette invitation-là. Pour les gens qui ne connaissent pas Étienne Chartrand, juste pour débuter, t'es qui? Tu viens d'où? Juste une petite introduction. Allez, vas-y, je t'écoute. Yes, avec plaisir. Écoute, là, tu me prends en plein déménagement. En fait, Vincent, je suis présentement déménagé au Portugal, mais je suis originaire donc de la région de l'Outaouais au Québec, où j'ai grandi. J'ai un parcours assez atypique, je te dirais. À la base, je suis un scientifique qui s'est transformé en coach. En fait, j'ai fait des études avancées quand même à l'école. Je me suis cherché longtemps. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire, donc je me disais, je vais continuer d'étudier. Peut-être que ça va venir avec les diplômes. Malheureusement, c'est pas vraiment venu avec les diplômes. J'en ai quand même accumulé quelques-uns. J'ai un bac en biotechnologie, j'ai une maîtrise en biochimie, j'ai fait un MBA aussi en sciences et génie. Le coaching occupe une grande place dans ma vie maintenant depuis les 4-5 dernières années, je te dirais. Fait que ça, c'est un petit peu le topo, mais si on enchaîne, je vais poursuivre avec l'origine de mon surnom parce que tu m'as présenté Étienne Chartrand, c'est mon vrai nom, mais je suis aussi connu sur les médias sociaux comme coach Tony ici et je voulais le dédouaner d'entrée de jeu pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Donc là, il y a 3 photos. La première photo que vous voyez, donc celle de moi qui est la plus jeune avec les lettres fumées, a été prise, je pense, à la dernière journée d'école secondaire 4. J'étais quelqu'un qui était un grand passionné de planche à roulettes. Alors, je faisais beaucoup de skateboard. Et à l'époque, il y avait un planchiste professionnel américain qui s'appelait Tony Hawk. Et mes amis ont commencé à me surnommer Tony parce que j'étais toujours sur ma planche à roulettes et je commençais à développer vraiment des habiletés. Donc, le surnom est resté. Et par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que j'avais pas nécessairement des bonnes habitudes aussi rigoureuses, si on veut, qu'avec la planche dans les autres sphères de ma vie. C'est quelqu'un qui procrastinait énormément. Et la deuxième photo que vous voyez au centre, là, il y a plusieurs choses sur lesquelles on pourrait porter l'attention. Il y a mon teint orangé. Je ne sais pas si je revenais d'une semaine dans le sud, Vincent, ou quelque chose, mais c'est sûr qu'il y a une exposition au soleil. J'ai un beau tuxedo parce que c'était la soirée de graduation de mon baccalauréat en biotechnologie. Mais par contre, ce que j'aimerais que vous reteniez votre attention dessus, c'est ce que je tiens à la main, en fait, c'est un trophée qui m'a été remis lors de cette soirée de graduation-là. Donc, on était une quarantaine d'étudiants qui graduaient à Ottawa. Et il y avait 3 prix qui étaient remis pour le plaisir. En fait, c'était pour rire, c'était fait avec amour et bienveillance. Un premier prix pour la personne qui avait eu les meilleures notes académiques pendant le bac. Deuxième prix pour la personne qui avait été la plus drôle des 4 dernières années. Et le troisième prix pour la personne qui avait procrastiné le plus. Et c'est moi qui ai été l'heureux récipiendaire de ce trophée de la procrastination. Vincent, c'est pas une blague. C'était un trophée avec des pipettes de laboratoire fondues en plastique au centre duquel, on ne le voit pas parce que c'est de l'autre côté, mais il y avait inséré une minuterie. Alors, j'étais toujours dernière minute quelqu'un qui faisait les rapports de lab, les veilles d'examen, qui passait des nuits blanches, toujours vraiment sous la pression de l'échéancier. Et à l'époque, c'était très drôle donc de recevoir ce prix-là parce que je l'identifiais vraiment comme un procrastinateur, sauf que je me suis attaché à cette identité-là, si on veut, et j'ai traîné cette procrastination-là longtemps jusqu'à ce que ça vienne à un moment donné vraiment affecter mon estime de moi parce que quand, tu sais, Vincent, tu as sûrement déjà remis des trucs un peu plus à la dernière minute, quand tu remets des choses comme ça après une nuit blanche ou vraiment juste sous le stress de devoir faire ton livrable, ben c'est toujours des choses qui sont bien, qui sont correctes, qui sont passables, mais je savais au fond de moi-même que j'étais capable de faire des choses excellentes. Donc, l'écart entre ce que je faisais et ce que je savais que j'étais capable de faire est tellement grand
que c'était vraiment très frustrant. Donc, j'ai commencé à vraiment me questionner. Je me suis dit, il doit y avoir des choses que je peux comprendre. Tu sais, je veux dire, je me considère comme quelqu'un d'assez brillant, capable de comprendre les affaires. Fait que je me suis dit, je vais m'intéresser au cerveau. Je vais essayer de voir s'il y a un problème. Tu sais, mon cerveau, est-il défectueux? J'ai-tu des choses qui me manquent que je pourrais comprendre? Tu sais, fait que j'ai commencé à lire sur le sujet des neurosciences, lire sur le cerveau, la motivation, la procrastination. J'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai assisté à des conférences, j'ai investi dans des formations. Et en 2018, plusieurs années plus tard, je me suis lancé un défi, Vincent, de publier une capsule vidéo positive et inspirante sur les médias sociaux pour partager, si on veut, ces trucs-là que j'avais appris au courant des dernières années, mais surtout là, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire une action importante à tous les jours pendant une année complète. Alors, j'ai complété ce défi avec succès à l'automne 2019 et je me suis formé en coaching depuis. On m'a demandé d'enseigner à l'école de coaching où j'ai été formé. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège d'accompagner les gens autour de moi à mettre en place ce que j'appelle des micro-changements pour les aider à obtenir des résultats triomphants. Donc, je me spécialise au niveau des habitudes et j'aide les gens vraiment à atteindre leurs objectifs puis à se transformer, mais au niveau de leur identité. Puis on va couvrir d'ailleurs ce volet important-là pour être capable d'atteindre nos objectifs. C'est correct d'avoir des objectifs. Il y a des pièges à surveiller, il y a des choses à comprendre. Et c'est ce que mon intention aujourd'hui, avec le temps qu'on va avoir ensemble, de vraiment peut-être venir chambouler, changer certaines croyances qu'on a en lien avec le changement et l'atteinte d'objectifs pour vraiment arriver à se créer un système qui va être capable de nous supporter, puis un mindset aussi qui va nous aider à vraiment atteindre nos objectifs, mettre en application tous les beaux concepts, les notions qu'on vient d'apprendre dans les modules précédents là, de ton programme. Donc, je trouve ça super intéressant parce que le sujet de notre rencontre, c'est comment rester constant vers l'atteinte de nos objectifs. Et tu viens de nous démontrer que tu as marché ce chemin-là. Tu es parti du Oh, c'est dur à dire, ça! On va le simplifier. Tu es parti du gars qui remettait tout au lendemain ou à la dernière minute, c'est plus facile à dire, et tu as repoussé les limites pour dire, hey, il y a quelque chose, et tu as marché ce chemin-là pour en faire aujourd'hui une expertise et pour faire en sorte aujourd'hui de t'aider, toi, immanquablement à réussir, parce que ce parcours-là en est un parcours de réussite. Alors, on est tous à tes lèvres, hâte d'entendre ce que tu as à nous dire pour effectivement rester le plus possible constant pour avancer, pour atteindre ses objectifs. Et moi, souvent, ce que je vais dire, c'est de travailler à atteindre et à dépasser ses objectifs. Donc, on est tout oui à t'entendre pour nous parler de tout ça. Alors, on commence comment? Comment on fait pour justement être très constant dans l'atteinte de nos objectifs? OK, mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mon cher Vincent, j'aime vraiment faire une petite mise en scène là, pour vraiment aider tout le monde à comprendre un principe important en lien avec le progrès puis la notion justement d'atteindre vos objectifs. Là, au moment d'enregistrer ce segment-là ensemble au Québec, on est rendu au mois de novembre. Je sais que vous avez quand même du temps plus doux, là, mais j'aimerais que vous imaginiez que, en fait, ça va arriver pour vrai dans quelques jours, quelques semaines, que dans la nuit, le mercure va chuter en dessous de zéro. Okay? Fait que imaginons, Vincent, ce soir, là, qu'il annonce moins 5 degrés Celsius durant la nuit et que demain matin, il va faire zéro. Okay? Puis là, je t'invite à imaginer que tu vas déposer un cube de glace sur ta table de terrasse extérieure, OK? Et que donc là, c'est ça, il va faire moins 5 et minuit, disons, ce soir, tu mets ton cube de glace là, et là, il va rien se passer, on s'entend, parce qu'il fait moins 5 ce soir, donc le cube de glace va rester intact. Là, la nuit va avancer progressivement. Puis, à l'approche de l'aube, le mercure va commencer à augmenter progressivement, fait que ça va passer doucement de moins 4 degrés à moins 3 degrés Celsius. Si on regarde ton glaçon à cette heure-là, le matin, à moins 3, il est encore intact, il n'a pas changé du tout. Le temps continue à avancer, moins 2 degrés Celsius, moins 1 degré Celsius, il n'y a pas aucun changement, toujours rien. Le cube de glace va rester intact. Et là, lorsque la température de l'air va atteindre 0 degré Celsius, un moment donné, demain matin, boum, OK, il commence à fondre. Une augmentation, Vincent, de 1 petit degré Celsius, apparemment identique à tous les autres degrés qui l'ont précédé juste avant, va créer cet énorme changement-là. Donc, la matière va passer de solide à liquide. Okay? Puis les moments décisifs de notre vie, c'est souvent justement le résultat
des petites actions qu'on a posées, hein, autant pour notre business que dans notre vie personnelle, qu'on a posées avant, qu'on a accumulées, qui ont permis de créer le potentiel nécessaire pour déclencher un changement majeur. Okay? Puis, ce qui est vraiment fascinant avec ce principe-là que j'explique, c'est qu'on le retrouve dans pratiquement toutes les sphères de la vie. Okay? Imaginez, on a juste à penser au cancer, à tout quelqu'un qui malheureusement qui a une maladie du cancer ou qui a eu, mais le cancer va se faire passer 80% de sa vie indétectable, puis il va des fois s'emparer de l'organisme au complet en quelques mois seulement. Okay? Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de la plante de bambou, qui va être à peine visible pendant certaines plantes. Les 5 premières années, on ne voit rien au niveau qui sort du sol, parce que la plante est trop occupée à se développer un vaste réseau de racines. Puis après ça, en 6 semaines, quand elle est prête, boum, elle va monter de 10 jusqu'à 20 mètres de haut aussi. Puis dans ma propre vie, à moi aussi, quand je l'ai expliqué plus tôt, là, quand je me suis lancé le défi de faire une capsule vidéo positive et inspirante par jour sur les médias sociaux pendant 1 an, ben la vérité, c'est qu'il y a plusieurs de mes vidéos qui n'avaient pas beaucoup de vues. Là. Il y avait peut-être 4-5 vues des fois, puis c'était comme ma mère, ma blonde, mon ami, puis un inconnu. Fait que, si j'avais pas connu ces principes-là, là, ça aurait été facile que je me démotive. Tu sais. Mais au final, chacune de ces vidéos-là, ça m'a permis de bâtir mon expertise puis ma crédibilité en tant que coach puis conférencier expert au niveau des habitudes. Okay? Mais si on prend juste un degré ou un événement comme ça semble insignifiant, mais c'est vraiment notre capacité à répéter ces actions-là qui nous apportent des résultats. T'sais. Puis c'est pour ça aussi ça qu'on va avoir tendance à se décourager lorsqu'on essaie d'atteindre des objectifs ou de changer une habitude parce qu'on ne verra pas de résultats tout de suite, puis jusqu'à temps qu'on franchisse un seuil important que je vais vous expliquer dans quelques instants, puis qu'on arrive à débloquer un autre niveau de performance. Okay? Mais le point à retenir par rapport au cube de glace que j'aimerais que tout le monde retienne ici, qui est important, c'est que se plaindre de ne pas voir de résultats dans vos affaires ou dans votre business, par exemple, c'est comme se plaindre d'un glaçon qui ne fond pas quand la température passe de moins 5 degrés à moins 1 degré Celsius. Okay? Votre travail, là, puis vos efforts, là, ils n'ont pas été inutiles. Okay? Ils sont simplement stockés en réserve et toute l'action se passe à 0 degré Celsius. Okay? Donc, si vous avez du mal à mettre en place une bonne habitude dans votre business ou en perdre une mauvaise dans votre vie personnelle, c'est pas parce que vous avez perdu votre capacité à vous améliorer. C'est pas non plus parce que vous voulez pas changer. Okay? C'est souvent juste, Vincent, parce que vous n'avez pas encore franchi ce que mon mentor appelle le plateau du potentiel latent. Je vais vous expliquer c'est quoi dans quelques instants, mais je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire, mais si vous vous sentez découragé, rappelez-vous le cube de glace, OK? C'est pas parce qu'on ne voit pas le cube de glace qu'il n'y a rien qui se passe, qui est en train d'emmagasiner de l'énergie à chaque degré qui monte. Donc, à chaque action que vous posez, à chaque client que vous appelez, à chaque courriel que vous envoyez, c'est du potentiel. Puis, à un moment donné, lorsqu'il y en a assez, pouf, là, il y a des résultats. Là, on voit des grandes choses qui se produisent. Mais c'est vraiment la somme des petites choses qu'on fait qui nous permettent d'atteindre nos objectifs puis de devenir le type de personne, d'entreprise qu'on souhaite être. Je trouve l'image du glaçon extrêmement puissante parce que tu as raison, le passer de moins 5 à moins 4, c'est le même degré que passer de moins 1 à 0, mais les impacts sont complètement différents d'un côté ou de l'autre. Et moi, je dis souvent quand je parle avec mes différents clients, effectivement de l'importance de conserver cette discipline-là, de garder une ligne directrice dans son entreprise et de marcher en fonction de cette ligne directrice-là, en fonction de notre vision pour avoir une cohérence dans notre business. Et c'est en marchant le chemin que, effectivement, tout ça arrive. Et il vient un moment, moi, ce que j'appelle un point de bascule. Donc, un point de bascule où on n'est plus nécessairement à travailler, mais à travailler avec le vent de front, mais on commence à partir de là, dans la partie des récoltes, où on commence à redescendre la montagne pour nous donner un petit peu plus d'élan pour être en mesure de récolter davantage. Donc, cette analogie-là, c'est vraiment celle que je mets davantage en avant. Mais je trouve que ton analogie du glaçon illustre encore mieux ce que j'essaie d'exprimer de mon côté. En fait, le plateau du potentiel latent, tu peux mettre le graphique, là, c'est exactement ce que tu viens de décrire, en fait, en tes propres mots, en fait. C'est qu'au début, lorsqu'on essaye d'atteindre un objectif ou de changer une habitude dans notre vie ou notre business, nous, les humains, on s'attend à mettre une unité d'effort puis d'avoir une unité de résultat en retour.
OK? Ouais. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au début, on doit mettre des unités d'effort, puis on voit pas tout de suite le retour. Un peu comme le glaçon, OK? On doit faire ça pendant un certain temps, puis c'est ça un peu, là, c'est la vallée de la déception que vous voyez sur le graphique. On a des attentes un pour un, donc vous voyez la ligne des attentes, mais la réalité, c'est qu'au début, on met des efforts, on voit pas de résultats, on voit pas de résultats, puis là, on commence à avoir un petit peu un moment donné, puis là, à un moment donné, boum, là, on commence à voir visuellement des résultats lorsqu'on a réussi à franchir cette vallée de déception-là. Mais c'est vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Puis il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de moyen de bypasser le fait qu'on doit arriver à développer cette constance-là. Puis je vais vous partager des trucs dans quelques instants. Mais le plateau du potentiel latent puis l'analogie du glaçon, je pense que c'est important de bien les saisir et de s'en rappeler. Lorsque vous aurez des moments difficiles, lorsque vous vous sentirez découragé, ben, rappelez-vous que vous ne voyez pas peut-être les résultats que vous mettez en ce moment, mais ça va venir si vous continuez à mettre les actions en place, c'est sûr et certain. Puis Vincent, puis moi, on ne peut pas vous dire exactement ça va être quand le moment, mais si vous mettez les actions importantes de manière constante et régulière, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. On ne peut pas vous dire quand, mais c'est sûr qu'à un moment donné, la réalité va franchir le seuil, puis là, les gens vont voir. Quelqu'un qui ne vous a pas vu depuis longtemps là, pourrait commencer à dire ouais, hey, Vincent, il a réussi du jour au lendemain. Lui, il a un livre best-seller, puis il gagne sa vie à faire des conférences. Il doit être quelqu'un qui s'exprime bien, tu sais. Mais cette personne-là, c'est pas, Vincent, toi, tous les cours d'écriture, les cours peut-être de speaker que tu as fait, les efforts que tu as fait, les téléphones que tu as fait pour t'amener où est-ce que tu es aujourd'hui. Toi, tu sais en regardant en arrière, mais les gens qui t'ont pas vu depuis longtemps voient juste la finalité. Puis, on voit beaucoup de finalités aujourd'hui. On va se dire que les médias sociaux, on voit souvent les résultats finaux. C'est qu'on pense que ça prend beaucoup d'efforts, que ça doit être vraiment difficile pour changer, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais le point ici, c'est l'équivalent du plateau du potentiel latent, Vincent, si on peut comparer ça à la pression géologique. OK? Imaginez là, comme deux plaques tectoniques qui vont se frotter pendant un petit peu, chaque jour, pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années des fois. Puis à un moment donné, une journée, là, il y a juste trop de pression. C'est juste comme toutes ces petites actions-là, ces petits frottements-là qui se sont passés, ben c'est rendu trop. Puis là, il y a une journée qui va avoir un volcan, il va y avoir un tremblement de terre. Okay? Fait que c'est vraiment la somme des actions que vous arrivez à mettre dans votre vie, dans votre business, qui vont vous apporter les résultats que vous avez aujourd'hui. Puis, oubliez jamais, là, Vincent, là, à un moment donné, il n'avait pas écrit de livre, il n'avait pas parlé jamais devant aucune foule. Puis aujourd'hui, ben, il accompagne les gens en affaires, puis c'est ce qui fait, il gagne sa vie de cette manière-là. Mais Vincent, il a commencé avec un début modeste. Okay? Puis maintenant, il y a des belles grandes réussites. Moi, j'ai commencé, vous l'avez vu, j'étais un procrastinateur chronique. Maintenant, je crée ma vie de rêve au Portugal. Là. Donc, mais on a tous commencé de manière modeste. Il y a une journée où on n'avait rien fait encore. Mais on a choisi notre voie, notre direction. On a accumulé nos actions en répétition. Puis aujourd'hui, ben, vu de l'extérieur, ça semble wow, grandiose. Mais nous, on le sait que c'est vraiment ce qu'on a fait avant, qu'on a réussi à faire avec constance, qui nous amène aujourd'hui les résultats qu'on a. Donc, n'oubliez pas ça. C'est très important à comprendre en entrée de jeu parce que c'est des notions des fois qui sont mal comprises ou qui sont pas du tout expliquées. Puis quand tu comprends pas ce que je viens d'expliquer, c'est beaucoup plus facile d'abandonner puis de pas savoir que ça fait partie du processus puis que c'est normal de pas voir de résultats concrets au début. Il faut être patient, il faut être constant, mais ça va venir, il ne faut pas se décourager. Souvent, ce que j'apporte comme analogie à ce niveau-là, c'est que souvent, on est beaucoup dans, comme tu disais, la finalité où moi je parle le résultat. On valorise beaucoup le résultat. C'est normal, on a des objectifs, on a une vision, on veut atteindre un résultat. Ce qui est totalement logique et humain en affaires, c'est d'atteindre des résultats. Toutefois, il ne faut absolument pas négliger le chemin parcouru. Et on le dit souvent, le chemin parcouru est des fois beaucoup plus important que le résultat lui-même en soi. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre en compte le résultat, mais ça veut dire qu'il faut réaliser que dans notre chemin, il faut célébrer nos petites victoires de façon constante. Et tu sais, je l'enseigne dans le programme, de prendre le temps à tous les trimestres, de regarder où on est, qu'est-ce qu'on a fait, où on est rendu, et si on a atteint ce qu'on voulait atteindre dans ce trimestre-là, de reconnaître notre
parcours et de se récompenser. Parce qu'il faut conserver ce que moi j'appelle un mindset positif. Parce que si on a le nez trop collé et qu'on a l'impression effectivement qu'on est, comme tu disais, dans la vallée de déception, puis on a le nez collé sur l'arbre, puis tout ce qu'on voit, c'est qu'on est dans la vallée des déceptions, ben malheureusement, comme tu disais, c'est là qu'on risque d'abandonner. Donc, il faut prendre un tout petit peu de recul, regarder d'où on vient, où on est rendu, être capable d'évaluer cette progression-là, parce qu'on en a toujours une. Ça, on en a toujours une à quelque part, une progression. Et si on n'en a pas, ben peut-être qu'à ce moment-là, il faudra se re-questionner. Mais j'adore ta façon de voir de cette vallée des déceptions-là et par la suite d'atteindre ce point de rupture, d'atteindre ce moment-là qui fait en sorte que, oups, à partir de là, les choses se mettent à avancer avec un rythme beaucoup plus soutenu. Donc, je trouve ça super intéressant, ton analogie. Merci. Vraiment, très intéressant. Merci pour ce que tu viens de dire pour enchérir parce que c'est tellement une belle continuité avec ce que je vais vous partager dans les prochaines secondes avec l'histoire du bon samaritain puis les pièges de mettre trop de focus sur nos objectifs en fait. Donc, je ne sais pas, Vincent, si tu es familier avec l'histoire du bon samaritain. Je ne sais pas si ça te sonne une cloche. Non, ça me sonne pas de cloche. Je suis curieux de l'entendre toutefois. Oui, donc en fait, c'est normal que ça ne sonne pas de cloche parce que le bon samaritain, si vous n'êtes pas familier avec cette histoire-là, c'est une parabole du Nouveau Testament que Jésus va utiliser pour illustrer sa définition de l'amour du prochain. OK? Fait que dans sa parabole-là, la parabole va mettre en scène un voyageur qui va être attaqué, puis là, il va être laissé pour mort par des bandits. Et il y a deux hommes croyants qui vont passer à côté de l'homme qui est dans le besoin, là, qui est clairement mal en point, et vont complètement l'ignorer finalement sous prétexte qu'ils doivent aller servir au temple. Okay? Et il y aura un autre monsieur qui est un non-croyant dans l'histoire qui est le Samaritain en fait, qui va aider cette personne-là finalement, qui va le soigner, le nourrir et va lui sauver la vie. Okay? Et il y a une étude qui a été réalisée, Vincent, assez ancienne, en 1973, à l'université Princeton aux États-Unis, dans laquelle les chercheurs s'étaient intéressés à savoir qu'est-ce qui fait que les humains veulent faire le bien autour d'eux. Okay? Et pour étudier cette question-là, puis tu vas voir où je m'en vais avec tout ça, pour étudier, pour arriver à trouver la réponse à leur question, les chercheurs se sont dit qu'il n'y a pas meilleur département que d'aller étudier le département de théologie. Ça, c'est en voie de disparition aujourd'hui au Canada, mais c'est l'étude des religions, parce qu'à l'époque, c'était pour faire des prêtres, en fait. Il y a l'université pour être formé pour être des prêtres. Et ils se sont dit, ces gens-là veulent donner leur vie pour faire le bien, on va aller étudier cette cohorte-là. Il y avait une cohorte de une trentaine d'hommes qui a été divisée en 3 groupes. Les étudiants ne savaient pas qui était testé. Okay? L'étude a pris la forme suivante. À un moment donné, on a pris un groupe d'étudiants et on leur a dit, écoutez, vous devez aller faire une présentation sur l'histoire du bon samaritain à vos collègues qui vous attendent à l'autre côté du campus. Vous avez le temps d'y aller. Ça vous prend 5 minutes pour vous rendre. Puis là, on vous attend dans 10 minutes. Donc, allez-y, allez faire votre présentation. Le deuxième groupe, à un autre moment donné, on leur a dit, hey, même chose, vous devez aller faire votre présentation sur l'histoire du bon samaritain à vos collègues, mais vous êtes attendus dans 5 minutes et ça prend 5 minutes, alors ne tardez pas, partez tout de suite, allez-y. Puis le troisième groupe, on leur a dit même chose, sauf qu'eux, ils étaient en retard. On les attendait depuis 5 minutes et ils devaient se dépêcher. Puis ce que les 3 cohortes ne savaient pas, c'est qu'ils avaient planté un acteur dans le seul corridor que les gens devaient emprunter pour se rendre à l'autre bout du campus. Il y a un corridor de 2 mètres de large et il y avait un acteur, donc une personne qui devait faire semblant d'avoir un gros malaise dans le corridor et avoir besoin d'aide. Okay? Et est-ce que tu es prêt de savoir les résultats de cette étude-là, Vincent? Donc, extrêmement curieux. Sur les 3 cohortes, les 3 groupes confondus de personnes, 6 personnes sur 10, Vincent, ne se sont pas arrêtés pour aider leur prochain parce qu'ils étaient trop occupés à aller faire une présentation sur comment aider son prochain. Ça? Peux-tu t'imaginer comme ça, c'est la raison pourquoi j'ai partagé cette histoire-là en introduction, Vincent, c'est parce que c'est exactement ce qui arrive quand on met trop de focus sur nos objectifs. On perd le portrait global. Dans l'étude que je viens de partager, ça fait aucun sens. Là. Il y avait quelqu'un qui avait besoin d'assistance, puis les personnes qui étaient comme je peux pas, j'ai pas le temps. Puis on le voit dans les grandes villes aussi aujourd'hui, quand les gens en ont besoin, les gens aujourd'hui ont peur d'intervenir, ils ont peur d'aider, ils veulent pas, font comme s'ils n'avaient rien vu. T'sais. Donc, cette étude-là, moi, j'ai vraiment pris un élément de cette étude-là pour l'amener avec les 3 problèmes que je vais vous présenter
qui peuvent survenir, qu'on doit surveiller quand on met trop d'importance à nos objectifs. Mais il y a d'autres messages aussi qui sont sortis de cette étude-là. Mais je trouvais que c'est fascinant de voir que finalement, plus de la moitié des gens avaient complètement pas fait ce qui s'en allait dire qu'il est important de faire finalement. Tu sais. Donc, puis dans notre business, ça peut arriver aussi qu'on mette trop de focus sur notre objectif. Puis un des problèmes qui peut survenir, c'est que si on met trop de focus sur un objectif, c'est vraiment ça devient quelque chose qui est très momentané. Tu sais, l'atteinte de cet objectif-là, c'est très momentané. Donc, je te donne un exemple, Vincent, pour que les gens arrivent à comprendre. Disons que l'intérieur de ta voiture, c'est un désordre. Okay? Puis là, tu te dis, il faut que je fasse le ménage de ma voiture. C'est ça mon objectif. Donc, si tu mobilises assez d'énergie, Vincent, tu vas être capable de faire le ménage de ta voiture. Puis elle devrait rester propre pendant un certain temps. Sauf que si tu gardes tes mêmes comportements et ton même système qui t'ont amené à ton désordre, ça ne prendra pas de temps que dans quelques jours, tu vas te retrouver avec le même désordre puis à devoir attendre ton prochain boost de motivation pour faire le ménage. OK? Donc, ça devient vraiment, c'est comme si tu traitais un symptôme sans avoir vraiment réglé la cause du problème. Fait que le fait d'atteindre ton objectif va seulement changer ta vie de manière très temporaire. OK? C'est ça le paradoxe de l'amélioration. T'sais, on pense qu'on doit changer nos objectifs, mais en réalité, c'est pas nos objectifs le problème, c'est ce qu'on doit vraiment changer, c'est le système qui a produit ces résultats-là. Et ça, c'est une chose à surveiller. Deuxième chose à surveiller, Vincent, c'est que lorsqu'on met trop de focus sur notre objectif, ça devient par moments des obstacles à notre bien-être. Parce que l'hypothèse implicite qui va se cacher en arrière de chaque objectif, ça ressemble souvent à une fois que je vais avoir atteint cet objectif-là, là, je vais vraiment être content ou heureux ou heureuse. Je ne sais pas si ça te parle, mais moi, ça a longtemps été, ça m'a souvent habité ça dans ma vie. Puis malheureusement, le problème avec ça, c'est que notre représentation du bonheur, ça devient quelque chose qui est représenté comme un objectif qui est constamment repoussé dans le temps, finalement. Alors que être heureux, techniquement, on devrait être heureux maintenant et tout de suite, et ce ne sera pas lorsqu'on va avoir réussi à faire ça ou obtenu telle chose qu'on devrait être content. T'sais. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut être condamné à être misérable si c'est cette façon de voir les choses-là qui nous habite. Donc, surveillez ça. Être content, c'est ici et maintenant. Vous pouvez aller chercher des conseils pour vous aider à trouver le bonheur, mais nous, moi et ma conjointe, là, on est au Portugal, mais ça a pris 4 ans avant que le projet se concrétise. Puis, en regardant derrière, on s'était un peu tiré dans le pied, dans le sens qu'en disant que on s'était souvent dit, quand on va être au Portugal, là on va être bien. T'sais. On a comme oublié par moment d'être bien ici et maintenant. Alors qu'on s'était dit, quand on va être là-bas, là, ça va être correct. T'sais. Donc, perdez pas ça de vue, c'est important. Le bonheur, c'est pas plus tard, ça devrait être maintenant. Puis, faites attention à ça. Et finalement, Vincent, le troisième. Et je ferais juste, si tu permets, je ferais juste une analogie avec ce que je disais tout à l'heure entre le résultat puis le processus. Oui, c'est vrai, on peut atteindre les résultats, puis on veut atteindre les résultats, mais c'est parce que si ce résultat-là nous amène de l'anxiété, nous amène du stress, et bien contaminer notre quotidien, puis on n'est pas capable de bien fonctionner, bien, on ne s'aide pas dans notre progression en affaires. Donc, l'exemple est très, très, très pertinent dans notre bonheur, mais il est très, très, très pertinent dans notre bonheur au travail aussi. C'est un peu le même parallèle qu'on peut faire. Donc, d'où l'importance de dire, bien, si on est trop, trop, trop focalisé sur c'est cet objectif-là, puis c'est comme ça que je veux l'atteindre, sans prendre conscience du chemin qu'on doit prendre pour y aller, et surtout, comme tu disais, de la vision globale, à ce moment-là, on fait comme se mettre des œillères, puis on a un peu le nez collé sur l'arbre, puis on perd un peu de perspective, et souvent, des fois, peut-être de certaines opportunités qui peuvent être intéressantes et qui peuvent nous amener, effectivement, à se rendre encore plus loin avec cet objectif-là. Donc, je trouve que l'analogie est très importante par rapport à ça. Donc, merci, ça, c'est vraiment le point. Donc, comme tu dis, de faire attention que, au niveau des objectifs, ça peut nous nuire plus qu'autre chose et ça peut devenir plus un obstacle. Donc, tu étais rendu au troisième point. Exactement. En fait, le troisième et dernier point que je voulais vous partager, c'était que la notion de se fixer des objectifs, faut faire attention parce que si on mise tout sur l'atteinte d'un résultat, ben c'est complètement incompatible avec une logique de progrès qu'on veut essayer de garder dans notre business et dans notre vie. Donc, un état d'esprit qui est axé sur les objectifs, ça va souvent créer un effet yo-yo. Okay? C'est d'ailleurs cet effet yo-yo-là qui m'avait beaucoup poussé à m'intéresser au principe des habitudes au départ.
J'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à avoir plus de constance en lien avec les bonnes habitudes dans ma vie ou les objectifs importants pour moi. Puis maintenant, je le sais pourquoi. C'est parce que quand tout votre acharné il est axé sur un seul objectif en particulier, qu'est-ce qui va rester, Vincent, après pour te motiver si tu l'atteins, ton objectif? Il ne reste plus rien, tu sais. Il ne reste plus rien parce que tout ton focus était là, tu l'as eu, bravo. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, courir un marathon, ils vont arrêter de courir, tu sais, parce qu'ils voulaient courir un marathon, tu sais. Donc, puis à l'inverse aussi, Vincent, si on n'atteint pas l'objectif, là c'est facile de tomber dans l'autocritique puis l'auto-jugement. Malheureusement, quand on tombe dans ce genre de pensée-là, c'est malheureusement pas du tout constructif. On est trop pris dans notre tête à s'autocritiquer, s'auto-juger, puis on n'est pas capable de prendre cette hauteur-là qui est tellement importante pour nous aider à comprendre, tu sais, OK, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment dans cette situation-là? Comment faire pour m'améliorer? Tu sais, on est trop coincé à ruminer du noir. Donc, ça peut être très néfaste. Alors, n'oubliez jamais, mes chers amis, que vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, OK? Mais vous vous rabaissez plutôt au niveau de vos systèmes. Et ça, c'est très important. C'est correct d'avoir des objectifs. C'est la trajectoire vers où est-ce que vous voulez aller. Mais c'est pas parce que tu as des objectifs ambitieux que tu es une personne nécessairement ambitieuse. Vraiment, c'est quoi tes systèmes? C'est quoi la qualité de tes systèmes? C'est quoi la qualité des ressources que tu as mis en place? Puis Vincent, je sais que toi, tu excelles pour aider les gens à créer des systèmes qui fonctionnent en affaires pour les aider à atteindre leurs résultats mais ne perdez pas ça de vue. Donc, oui, d'avoir des gros objectifs, c'est important, mais c'est quoi vraiment vos systèmes qui vont supporter ces objectifs-là? Donc, important de prendre conscience de ça, puis de vraiment regarder c'est quoi vos systèmes en place et comment faire pour les optimiser, les améliorer, pour vous aider à plus facilement vous rendre où est-ce que vous voulez aller. Ce que j'appelle prendre le temps de bien développer son cadre de référence qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions dans notre processus, de bien réfléchir pour mieux positionner. Donc, j'adore ça. Fait que ça m'amène à vous parler maintenant de pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est difficile parfois d'atteindre nos objectifs. Okay? Puis là, je vais vous montrer deux petits graphiques, okay? Pour vous expliquer un peu les différents niveaux possibles pour changer nos comportements, okay? Pour nous aider à faire des ajustements dans nos actions pour aller vers où est-ce qu'on veut aller. Donc, le premier niveau, ça consiste à changer nos objectifs qu'on souhaite atteindre, justement. Okay? Donc, dans la vie privée, ça serait genre, on perd du poids, peut-être que vous voulez gagner une course ou écrire un livre ou démarrer votre entreprise, OK? Ça peut être, vous voulez closer, avoir un chiffre d'affaires de XY, vous voulez avoir X nombre de nouveaux clients dans le mois, tu sais. Donc, ça, c'est les objectifs. Le deuxième niveau possible pour changer nos comportements, ça consiste à changer nos processus, nos systèmes, justement, comme on parlait il y a quelques secondes. Donc, par exemple, mettre en place une routine quotidienne de marche ou désengorger votre bureau pour être moins perdu puis pour travailler plus efficacement ou vous bloquer des périodes de temps dans la semaine pour travailler sur votre projet d'entreprise ou votre prospection client, etc. OK? Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart des habitudes qu'on va développer dans notre vie ou notre entreprise sont associés à ce deuxième niveau de changement-là, donc au niveau des processus et des systèmes, c'est un peu les actions qu'on va poser. OK? Et le troisième niveau possible, qui est le plus puissant des trois, ça consiste à vraiment venir changer notre identité. Okay? Ce niveau-là, il concerne le changement de toutes nos croyances. Donc, qu'est-ce qu'on croit vrai par rapport à notre vision du monde, ce qu'on croit vrai par rapport à nous-mêmes aussi, nos jugements sur nous et sur les autres personnes autour de nous. Tout ça, c'est ça que je veux dire quand je parle d'identité. Okay? Donc, pour faire un petit résumé rapide, là, les trois niveaux possibles pour changer nos comportements, c'est les objectifs qui font référence à ce qu'on veut atteindre ou obtenir. Les processus qui font référence aux actions qu'on va poser, nos habitudes, et notre identité, eh bien, ça fait référence aux choses qu'on va croire comme étant vraies ou non. Maintenant, dans un contexte où on souhaite mettre en place des habitudes durables sur le long terme pour arriver à atteindre des objectifs importants, le problème, c'est pas qu'un niveau soit meilleur ou pire qu'un autre. Okay? Tous ces trois niveaux-là que je viens de vous expliquer sont utiles à leur manière. Mais le problème il est lié au sens du changement, puis c'est ça que je veux illustrer par les deux graphiques que vous voyez présentement. Donc, la majorité des personnes qui débutent un processus de changement dans leur vie ou dans leur business, okay, vont se concentrer sur ce qu'ils veulent obtenir. Ça va donc les conduire à développer des habitudes qui sont basées sur des objectifs. Okay? L'alternative à cette approche-là, ça consiste à créer ce que j'aime appeler des habitudes identitaires.
Donc, en commençant par se concentrer sur le type de personne qu'on souhaite devenir. OK? Puis, je fais une petite mise en scène là, pour vous aider à bien comprendre la nuance. Imagine, Vincent, que il y a 2 personnes qui résistent à l'envie de fumer. OK? Ouais. Puis là, lorsque je leur propose une cigarette, la première personne, elle va me dire « Non, merci, Tony, j'essaye d'arrêter. » OK? Ça semble être une bonne réponse, j'essaie d'arrêter, sauf que cette personne-là, Vincent, elle croit encore être un fumeur ou une fumeuse qui essaye d'arrêter. OK? Elle espère que son comportement va changer, mais elle conserve les mêmes croyances, mais elle conserve les mêmes croyances que c'est une fumeuse, finalement, ou c'est un fumeur. Tu sais. Donc, si la deuxième personne maintenant à qui j'offre une cigarette me dit « Non, merci, Tony, je ne fume pas », c'est légèrement différent, mais cette formulation-là, elle va venir indiquer qu'il y a vraiment eu un changement au niveau de l'identité de la personne, c'est-à-dire que fumer, ça faisait partie de sa vie passée, mais que maintenant, dans sa vie actuelle, cette personne-là ne s'identifie plus comme quelqu'un qui fume. OK? Et puis, la plupart des gens, Vincent, ils vont pas imaginer qu'un changement d'identité, ça puisse les aider à s'améliorer. Ils vont adopter un raisonnement plutôt simple, du genre, je veux devenir mince, okay, le résultat souhaité, mettons. Donc, si je fais ce régime-là comme il faut, les processus ou le système, je devrais maigrir. Ils vont se fixer des objectifs, mais ils vont déterminer des mesures à prendre pour les atteindre, mais sans tenir compte de l'image qu'ils ont de eux-mêmes, tu sais. Moi, je me suis longtemps convaincu que j'avais des appels à froid à faire, Vincent, je ne sais pas si tu as déjà fait des cold calls, mais je me disais, faut que j'appelle 100 personnes par jour, tu sais, puis mais j'avais des croyances qui me bloquaient. Puis j'avais vraiment un frein avec le téléphone. J'avais cette peur de déranger, cette peur de me faire dire non. Fait que pendant vraiment longtemps, j'ai tenté de combattre ce clash-là, parce que je comprenais pas justement qu'est-ce qui se passait. Mais là, je me rends compte aujourd'hui que c'était comme les croyances que j'avais envers moi-même m'empêchaient d'atteindre mes objectifs que je m'étais fixés avec mes appels de prospection à froid. Donc, c'était très désagréable aussi quand je m'assoyais, là, je procrastinais beaucoup. Je faisais le ménage de mon bureau, tout pour pas faire ce que je devais faire, parce que j'avais ce clash-là entre ma perception et les actions que je devais poser et ça marchait pas. Donc, souvent, c'est ça qui va arriver, c'est qu'on va pas se rendre compte que la perception qu'on a de nous-mêmes, finalement, elle nous bloque, elle nous empêche de progresser. T'sais. Puis ce qui est important de comprendre aussi, Vincent, c'est que en arrière de chaque système d'action qu'on va mettre en place dans notre vie et dans notre business, il y a toujours un système de croyance qui est caché derrière à la base. Okay? Peut-être que les gens qui nous écoutent aimeraient avoir plus d'argent, sauf que si leur identité les pousse à consommer plutôt qu'à créer de la valeur ou à économiser, ben c'est malheureux, mais elles vont continuer à en dépenser plus qu'à en gagner. Okay? Peut-être que les gens qui nous écoutent aimeraient être en meilleure santé. Sauf que s'ils continuent à privilégier le confort à la réussite, ben, elles vont plus souvent se retrouver sur le divan à écouter Netflix plutôt que d'aller courir ou d'aller s'entraîner en salle de sport. On s'entend? Donc, c'est tellement, tellement, tellement difficile de changer vos habitudes si vous ne changez jamais les croyances cachées qui ont conduit à vos anciens comportements. Donc, vous vous êtes fixé un nouvel objectif, bravo. Vous avez défini un nouveau plan d'action, super, mais vous n'avez pas changé votre identité, donc le type de personne que vous croyez être. Merde, OK? Puis c'était ça, sur les 2 cercles, il y avait un X rouge, là, c'est parce que quand on croit pas qu'on est capable, ça bloque, tu sais. On a un bon objectif, on a un bon système, mais on a des croyances qui nous empêchent, puis on n'y parviendra pas, tu sais. Donc, à l'inverse, où, tu sais, l'objectif, c'est pas de perdre 20 livres, disons, Vincent, c'est plutôt de devenir une personne qui va manger santé. Okay? Ouais. L'objectif, c'est pas d'apprendre à jouer du piano, Vincent, c'est plutôt de devenir un musicien ou une musicienne. Okay? L'objectif, c'est pas de closer pour 20 000 $ de vente, c'est de devenir quelqu'un qui fait 50 appels par jour. Comprends-tu la nuance? Donc, c'est tellement important de comprendre ça. Donc, c'est vraiment relié au sens du changement. C'est ça, c'est que donc, c'est correct d'avoir un objectif en tête. Comme je disais tantôt, c'est la ligne trajectoire. C'est important d'avoir une trajectoire. Maintenant, posez-vous la question, quel type de personne serait capable d'atteindre cet objectif-là? Okay? Oh, donc, j'aime ça. Ça, c'est... Là, il y a un chiffre là, ici. C'est une petite phrase mantra. Puis s'il y a un seul takeaway que j'aimerais que tout le monde retienne de l'intervention que je suis en train de faire présentement, c'est Vincent vous a aidé à fixer des objectifs. Vous avez des objectifs, c'est OK.
c'est parfait. C'est correct, ça en prend. On doit savoir où on s'en va. Mais maintenant, adopter comme mantra cette question-là, quel type de personne serait capable d'atteindre ce résultat-là? Si vous êtes en cas de doute dans votre journée, vous n'êtes pas sûr quelle décision prendre. Puis moi, je partage une histoire personnelle, j'ai accompagné la personne qui faisait le DJ à mon mariage, a perdu plus de 90 livres à ce jour parce qu'il a adopté comme mantra cette simple petite phrase-là. Qu'est-ce qu'une personne en santé ferait en ce moment? Est-ce qu'elle mangerait une salade ou elle mangerait une poutine? Est-ce qu'elle prendrait un taxi ou elle marcherait 3 blocs pour se rendre à son rendez-vous au centre-ville? Est-ce qu'elle prendrait les escaliers roulants ou les escaliers électriques? Donc, à tous les moments dans sa journée où est-ce qu'il y avait une décision à prendre, il se rappelait qu'est-ce qu'une personne en santé ferait en ce moment. Et c'est devenu une obsession un peu pour lui, c'est devenu son mantra et ça lui a permis de se transformer complètement parce qu'à chaque fois qu'il faisait une action qui était alignée avec l'identité qu'il souhaitait être, c'était comme dans une élection, c'est-à-dire qu'il y avait un vote positif en faveur du Vincent en devenir ou du Tony en devenir. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que vous commencez à faire une action importante, que vous prenez le téléphone, vous appelez un client, vous envoyez un courriel, à chaque fois que vous faites ça, vous faites un vote positif envers une personne qui veut avoir du succès dans son entreprise. OK? Donc, partez de vos objectifs, c'est correct, ils sont clairs, rendus ici, mais posez-vous la question, quel type de personne serait capable de les atteindre? Ou si vous avez une personne que vous admirez, peut-être que Vincent, vous l'admirez, vous pouvez dire, qu'est-ce que Vincent Fournier ferait en ce moment? Dans cette situation-là, qu'est-ce que Vincent Fournier ferait? Vous prenez n'importe quelle personne pour qui vous avez de l'admiration et pour qui vous aimeriez devenir ce type de personne-là et posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne-là ferait en ce moment? Et vous n'aurez pas tout le temps la bonne réponse, mais si vous êtes capable de vous répéter ça souvent, vous allez avoir une majorité de bonnes réponses. Et comme dans une élection, c'est la majorité qui est importante, ça ne prend pas une unanimité. Alors, perdez pas ça de vue. Je pense que c'est vraiment un takeaway fort qui peut vraiment arriver à transformer votre business et transformer votre vie au final. Donc, ça s'applique à n'importe quelle sphère de votre vie. Qui voulez-vous devenir? Qui serait capable d'atteindre ces objectifs-là? Simple, hyper simple, je dirais même, mais je crois totalement efficace et puissant. C'est-à-dire de tout de suite se mettre dans un mindset de comment je dois, entre guillemets, comment je dois me comporter pour atteindre cet objectif-là. Qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir. Donc, j'adore ce mantra-là. Donc, si j'étais, je sais pas moi, comme tu disais, cette personne-là pourrait elle-même avoir du succès. Donc, qu'est-ce que cette personne-là ferait? Ou quel genre de personne atteindrait cet objectif-là? Donc, je trouve ça extrêmement puissant. Merci. Un mantra que je vais moi-même, à partir d'aujourd'hui, ajouter à mon quotidien. Yes, t'as raison, c'est simple, mais c'est ça, c'est sous-utilisé, en fait. C'est pas bien compris, mais c'est extrêmement simple, en fait. Ça peut être un petit changement que vous pouvez commencer à faire dès maintenant. Trouvez-vous votre phrase, votre mantra clé, puis utilisez-la aussi souvent que vous avez besoin dans votre journée, dans votre business que dans votre vie personnelle, tu sais. Puis ça va vous aider à prendre la bonne décision quand vous n'êtes pas certain. Donc, je suis content que ça te parle, Vincent, parce que moi, ça m'a beaucoup parlé et ça continue de me parler aujourd'hui. C'est un léger changement de mindset, mais qui amène des résultats énormes et qui est important de comprendre dans une optique de constance, d'atteinte d'objectifs, de transformation, parce que, encore là, si on comprend pas bien ça, on risque d'être bloqué par nos croyances qui risquent de nous retenir. Tu sais. Il y a peut-être des gens qui demandent, ouais, Tony, mais comment on fait pour changer notre identité? Tu sais, c'est une question super valable, super bonne. Ben, la première question, c'est déterminer clairement quel type de personne vous voulez devenir. Puis ça, c'est important, ça va vous demander de la réflexion. Là. Tu sais, qu'est-ce que Vincent ferait en ce moment ou qu'est-ce que cette personne-là ferait en ce moment? Peut-être que vous ne savez pas tout de suite. Vous devez vraiment creuser. Puis c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Donc, apporter un maximum de clarté par rapport à quel type de personne vous voulez devenir. Puis par la suite, en deuxième lieu, ben, comme je l'ai dit un peu précédemment, prouvez-vous-le vous-même le plus souvent possible avec des petites victoires, donc des petits commencements, des petites actions que vous pouvez faire. Puis lorsque vous faites cette action-là, vous incarnez l'identité que vous voulez devenir. Donc, à chaque fois que vous allez faire cette action-là, c'est comme justement ces votes-là que vous pouvez accumuler. Donc là, c'est la version ultra simplifiée de comment transformer votre identité. Mais numéro 1, déterminer le type de personne que vous voulez être avec un maximum de précision. Donc, dans le contexte disons, d'affaires. Puis après ça, en deuxième lieu, ben, quelles sont les actions que vous devez poser, que cette personne-là ferait, puis faites-le le maximum de fois possible. Puis à la longue, ce qui va se produire, Vincent, c'est qu'à force de commencer ces actions-là qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de faire, ben, notre narratif intérieur, il change. Tu sais.
quand on prend le changement de comportement puis le changement d'habitude, après 30 jours de répétition, Vincent, les neurosciences nous ont permis de déterminer que dans le cerveau, il y avait la formation d'un petit sentier de neurones qui se formait. Les cellules de notre cerveau viennent se réorganiser et créer ce petit sentier pour que l'influx nerveux s'envoie plus rapidement, plus facilement, qu'il y ait moins de friction, qu'on puisse faire cette action-là de manière un peu plus inconsciente, qu'on ait moins besoin de penser. Puis après 90 jours de répétition, là, notre petit sentier est rendu un chemin de neurones. Fait qu'il y a encore plus de neurones qui sont venus. Puis après 180 à 365 jours de répétition, bien là, on est rendu avec une autoroute neuronale, l'autoroute à 4 voies. Puis là, c'est rendu automatique. Là, le signal, il se fait. On a même plus besoin d'y penser. Donc, perdez pas ça de vue. La répétition va vous aider. C'est comme un vote positif. Chaque fois que vous faites une action, puis à un moment donné, le narratif intérieur, il change parce que vous vous dites « Hey, c'est peut-être le type de personne que je suis finalement. Ça fait X nombre de clients que je contacte, ça fait X nombre de courriels que j'envoie, ça fait 1 an qu'à chaque trimestre, j'évalue, voir si je suis sur la bonne trajectoire. » Tu sais. Donc, c'est peut-être qui je suis finalement, un gestionnaire qui est organisé et performant. Tu sais. Donc, c'est ça que vous voulez devenir. Donc, comprenez bien ce que je viens d'expliquer et appliquez-le à votre sauce, mais vraiment, c'est des notions qui peuvent grandement vous aider, cette notion de qui vous voulez devenir et d'identité. Je trouve ça super intéressant parce que c'est en lien quand même très, très, très proche de ce que je dis. C'est que tu dis toujours la première chose qu'on doit faire, c'est de connaître notre direction, notre destination. Et c'est moi, un des premiers exercices que j'ai incité les gens à faire dans le premier module, c'est de déterminer cette direction-là, donc cette vision-là. Et la vision, elle ne doit pas être juste monétaire et externe à soi. C'est quel genre d'entrepreneur on veut devenir, on va être reconnu pourquoi. Donc, un peu cette identité-là que tu mentionnes. Et je trouve ça intéressant de faire le parallèle avec l'identité et la vision parce que beaucoup de la clientèle qui sont là sont des travailleurs autonomes ou des petits entrepreneurs. Donc, ces gens-là ont eux-mêmes une identité très, très près de leur entreprise en tant que telle. Donc, de travailler sur l'identité, cette vision-là, mais aussi l'identité de l'entreprise qu'ils veulent avoir. Donc, ce chemin-là. Et ensuite, moi, je dis souvent, développer votre fil d'Ariane, c'est-à-dire la cohérence qui va faire en sorte qu'il va garder une ligne directive sur chacun des gestes que vous allez poser va être en lien avec vos objectifs, vos orientations stratégiques et votre vision. Donc, de garder cette ligne-là et tu l'amènes dans ta couleur à toi. Et j'adore, je le répète, j'adore le mantra que tu viens mettre et je pense qu'il peut mettre beaucoup d'impact et peut donner beaucoup de vent dans les voiles des gens qui nous écoutent, ce petit mantra-là, en fonction du cadre de référence qu'on a discuté déjà ensemble dans tout le programme, je pense qu'il peut venir donner encore plus d'impulsion et de propulsion à leur entreprise. Merci. Génial, Vincent. Donc, il nous reste une quinzaine de minutes. Merci à toi. Je suis super content que tu y trouves de la valeur. Puis, écoute, je suis vraiment, encore une fois, très content d'être ici et de pouvoir justement amener ces concepts-là à ma saveur, mais des fois de l'entendre de quelqu'un d'autre. Tu sais, parce que moi aussi, j'entends beaucoup de similitudes avec ce que tu partages comme anecdote personnelle. Mais de l'entendre de quelqu'un d'autre d'une autre façon, des fois, ça nous aide juste à l'intégrer encore mieux. Puis on prend une pépite ici, puis ça vient juste bonifier ce qu'on a appris avant. Tu sais, donc, écoute, content d'entendre ça, Vincent, merci. Pour le temps qu'il nous reste, je partage 2 trucs pour vous aider justement avec votre constance, pour vous aider à devenir une personne qui est assidue, qui fait les actions importantes que Vincent vous aide à déterminer et à mettre en place. Donc, un autre truc qui va paraître simple, mais qui est encore une fois très sous-utilisé et qui est appuyé par la science. Alors, je vous explique la différence entre la motivation et l'intention. OK? En 2001, il y a une équipe de chercheurs britanniques qui ont étudié le comportement de 248 personnes dans l'étude qui essayait d'acquérir des meilleures habitudes d'activité physique sur une période de 2 semaines. Les participants ont été répartis en 3 groupes. Donc, il y avait le groupe numéro 1, qui était le groupe contrôle. Okay? Le groupe numéro... attends, on ne la pas tout de suite, Vincent, en fait, la slide, mais parce qu'on voit toutes les résultats tout de suite. Non, c'est pas grave. Parce que c'est pas grave, normalement, je l'ai fait apparaître, mais vu que c'est un PDF, on ne peut pas faire apparaître des trucs dans le PDF, c'est pas grave du tout. Numéro 1, le groupe contrôle. Donc, ces personnes-là, on leur a seulement dit, écoutez, notez le nombre de fois que vous allez faire de l'activité physique au courant des 2 prochaines semaines. C'est tout. Ça, c'est le groupe contrôle. Groupe numéro 2, on leur a demandé de noter, encore une fois, eux,
combien de fois ils allaient s'entraîner dans les 2 prochaines semaines, mais on leur a également fait une présentation. Donc, il y a un docteur qui est venu faire une présentation motivationnelle pour expliquer tous les bénéfices de l'activité physique sur la santé, sur le bien-être, et on leur a remis une brochure explicative avec le résumé de pourquoi c'était bon finalement de bouger et de faire du sport. Okay? Et le troisième groupe, on leur a également demandé de noter combien de fois dans les 2 prochaines semaines c'était pour aller s'entraîner. Ils ont également reçu la présentation de motivation du médecin, mais on leur a demandé de faire une chose de plus à ce troisième groupe-là, et c'était de compléter la phrase. Donc, cette semaine, je ferai 20 minutes d'activité physique intensive le jour, à moment, à lieu. Okay? Ils devaient compléter ça avec à quel moment il était pour faire cette action-là. Okay? Et là, tu peux présenter la prochaine diapo, Vincent, avec les résultats. Voilà. Premier groupe contrôle, 38% des gens ont été s'entraîner pendant les 2 prochaines semaines, au moins une fois. Donc, eux, on leur a rien dit à part noter combien de fois vous allez bouger. Okay? Ce qui est étonnant, c'est le groupe numéro 2 parce qu'eux, ils ont reçu une présentation de motivation avec une brochure qui présentait les bienfaits. Dans ce groupe, presque le même résultat que le groupe contrôle. 35% des personnes ont été s'entraîner au moins une fois. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la motivation, finalement, la présentation, la brochure n'a eu aucun effet sur ce groupe-là en comparaison avec le groupe contrôle. Par contre, le troisième groupe dans lequel on leur a demandé précisément de compléter la phrase qui est écrite à l'écran en haut, bien, il y a 3 fois plus de personnes qui sont passées à l'action, donc 91% des gens. Donc, si vous voulez avoir plus de chances de passer à l'action, mes chers amis, c'est important de compléter cette petite phrase-là. Donc, la semaine prochaine, je vais appeler X nombre de clients le lundi en revenant à mon bureau après dîner, par exemple. Donc, en amenant un maximum de précision, on le fait souvent on le fait un peu dans notre business, on le fait pour nos rendez-vous médicaux, on le fait pour les enfants, on le fait pour nos rencontres amoureuses, mais on le fait rarement pour les choses qui sont vraiment importantes pour soi. Donc, c'est important de mettre à l'agenda clairement spécifié à quel moment vous allez faire quelle action, OK? Parce que si c'est un petit peu ambigu, si c'est un petit peu flou, le cerveau, il va tout le temps aller vers « Ah, je le ferai plus tard », il va trouver quelque chose qui est plus intéressant pour lui. Tu sais, je pourrais partir sur un autre échange sur pourquoi est-ce que on procrastine ou on fait pas ce qu'on devrait faire. Il y a beaucoup qui est relié à la gratification instantanée. Notre cerveau va beaucoup choisir la gratification instantanée plutôt que la gratification future. Plein de raisons pour expliquer ça, mais mettez par écrit clairement dans votre agenda des blocs de temps où est-ce que vous allez faire les actions importantes que vous avez déterminées avec Vincent et asseyez-vous, éliminez le plus possible les distractions, puis faites ces actions-là quand c'est le temps, parce que si c'est pas clair, si vous vous dites « Ah, aujourd'hui, j'espère avoir le temps d'appeler des clients l'après-midi », bien, c'est sûr qu'en après-midi, il va se passer un imprévu puis vous n'aurez pas le temps d'appeler les clients. Si vous vous basez seulement sur votre volonté ou sur l'espoir d'avoir le temps ou la capacité de le faire, malheureusement, vous ne le ferez pas, puis vous le savez. On a tous déjà dit « Ah, j'espère que aujourd'hui, j'aurai le temps de m'entraîner ou j'aurai le temps de faire tel truc. » Puis la réalité, souvent, c'est que si on n'est pas bien organisé dans notre horaire, si c'est pas clair exactement qu'est-ce qu'on doit faire comme action, on va se faire distraire, tout le monde veut notre attention tout le temps, là, Vincent, tu sais comment ça marche. Là. Totalement. On conduit la radio, la publicité, on voit même les billboards qu'on voit, les gens ils veulent notre attention, les textos, les emails. Donc, éliminez le plus possible les distractions. Concentrez-vous sur vos actions importantes, mais mettez-les à l'agenda. C'est tellement sous-utilisé de mettre les actions importantes dans notre vie, autant professionnelle que personnelle. Bloquez-vous ce moment-là. Faites-en des non négociables. C'est sûr qu'il va y avoir des imprévus parfois, mais ça devrait être des non négociables. Est-ce que dans ce bloc de temps-là, vous faites les actions que vous avez dit? Et ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner pour vous aider à être le plus constant possible. Amenez de la précision dans votre horaire en lien avec ce que vous devez faire, quand vous allez le faire, à quel moment, dans quel lieu. Puis là, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de possibilité de s'en sauver. On a juste à respecter le plan qu'on s'est fixé. Puis si vous n'arrivez pas à respecter le plan, ben là, parlez à Vincent, allez chercher un coach pour vous aider. Vous avez peut-être des croyances qui vous bloquent. Ça se travaille aussi, ça se débloque. Mais au moins, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Donc, apporter le plus de précision. Puis si malgré tout ça, vous n'y arrivez pas, ben allez chercher de l'aide. Il y a plein de monde compétent qui peuvent vous aider à débloquer certaines croyances, mais le maximum de précision va vous aider à avoir un maximum de résultats et d'objectifs atteints. J'adore ça parce que
je trouve que le fait d'être très, très précis, on le dit, c'est important d'avoir des objectifs qui sont précis dans le temps parce que souvent, on est porté à procrastiner. J'ai vraiment de la difficulté à dire ce mot-là aujourd'hui. Bref, d'avoir ça, mais aussi dans le programme, j'ai mis en place ce que j'appelle un carnet trimestriel qui nous permet de prendre chacun de nos objectifs et de les diviser ou décomposer en différentes tâches qu'on doit faire pour atteindre cet objectif-là. Et ce carnet-là a finalement un engagement à la semaine et dire maintenant, ben, cette semaine-là, voici à quoi je m'engage à faire. Puis aujourd'hui, je dois faire ça. Pour aujourd'hui, je dois faire ça pour être en mesure d'avoir un peu ce même impact-là. Oui, on ne va pas nécessairement faire la phrase au niveau du jour, du moment ou du lieu directement, mais ça reste que oui, on a dans nos tâches la journée où on doit le faire parce qu'elle est importante dans notre processus pour atteindre nos objectifs. Donc, j'aime encore une fois, tu viens compléter, tu viens bonifier tout l'approche que je peux leur présenter, mais avec ta propre expertise. Et vraiment, je trouve ça extrêmement intéressant d'ajouter cette phrase-là que la semaine prochaine, je ferai telle chose à tel jour, à tel moment ou à telle heure. Donc, ça vient encore renforcer encore plus notre engagement et nos intentions qu'on amène dans nos actions. Et pour, comme tu le mentionnes, être beaucoup plus constant et d'atteindre nos objectifs. Merci. Yes, love it, Vincent. Merci à toi. Dernier truc que je voulais vous partager, donc un des plus puissants secrets pour rester constant, en fait, c'est je vous invite à devenir, en fait, l'architecte de votre environnement. Donc, je vous présente une dernière petite histoire pour vous aider à bien comprendre à quel point l'environnement est une force majeure qui influence directement vos comportements. En fait, j'aime comparer, Vincent, l'environnement à la main invisible qui va influencer nos comportements. OK? Donc, l'histoire que je voulais partager, elle implique une docteure qui travaille au Massachusetts General Hospital de Boston, Dr. Anne Thorndike, qui, en 2009-2010, elle a eu une idée complètement folle. Donc, elle s'est donnée comme défi, Vincent, d'améliorer les habitudes alimentaires des milliers d'employés et des visiteurs de l'hôpital, mais sans même faire appel à leur volonté ni leur motivation. Et en fait, elle n'avait même pas l'intention de leur parler, Vincent. Donc, Anne et son équipe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié pendant 6 mois le comportement des clients de la cafétéria de l'hôpital. Ils l'ont fait à leur insu, en modifiant son fonctionnement et sa disposition. Okay? Donc, ils ont commencé par ajouter des bouteilles d'eau au début dans les réfrigérateurs, puis avant, l'expérience contenait juste des boissons gazeuses. Ils ont aussi placé des présentoirs à bouteilles d'eau à côté des kiosques de nourriture, donc à la grandeur de la cafétéria. Et ce qu'ils ont observé après 3 mois, Vincent, c'est que les ventes de boissons gazeuses avaient diminué de 11%, mais celles des bouteilles d'eau avaient augmenté de 26%. Okay? L'équipe, après ça, elle a fait la même expérience, mais avec le type de nourriture qui était proposé, puis ils ont obtenu le même genre de résultats. C'est assez impressionnant. Donc, ils n'ont pas avisé personne, comme je l'ai dit. Il n'y a aucun membre du personnel qui était au courant. Ils n'ont fait aucune campagne de sensibilisation. Il y a vraiment 0 personne qui était au courant. Et les résultats, ils ont été vraiment concluants. Donc, en changeant l'environnement, le comportement changeait naturellement, sans aucune motivation supplémentaire. Okay? C'est quand même logique quand on y pense, Vincent, parce que c'est pas pour toi, mais disons que je vais dans la cuisine en haut, puis ma conjointe vient de faire des biscuits, mettons, ben, je vois les biscuits qui viennent de sortir du four. C'est sûr, je vais en manger 2, 3, 4, peut-être même 5. Et probablement que c'est la même chose pour vous aussi qui écoutez, mais je pensais pas manger des biscuits quand je me suis rendu dans la cuisine. Vous comprenez bien, là, je suis monté en haut, je suis allé dans la cuisine, mais là, il y a des biscuits qui m'étaient présentés sur une assiette. OK? Donc, je me disais, ils sont là, je vais les manger, tu sais. Donc, même si on a toutes des personnalités qui sont très uniques, il y a quand même des comportements qui ont tendance à se reproduire pour tout le monde, puis dans certaines conditions environnementales. Par exemple, Vincent, on a peut-être tous déjà été dans un lieu sacré ou une église, tu sais, puis vous aurez remarqué que les gens parlent souvent à voix basse dans des environnements comme ça. Mm-hmm. Donc, il n'y a personne qui va commencer à rire fort dans des endroits comme ça, peu importe qu'on soit croyant ou non. Puis j'ai fait beaucoup d'allusions à la religion, puis moi, je suis un non-croyant, mais je trouve qu'il y a quand même des analogies intéressantes à faire avec les exemples que j'ai partagés. Et ça veut dire, ce que je viens de vous expliquer là, que dans la majorité des situations, la force invisible qui va nous pousser à agir d'une certaine manière, OK? C'est pas du tout une force interne, Vincent, mais c'est vraiment une force qui vient de l'extérieur, OK? Donc, on est constamment influencé par le monde qui nous entoure. C'est exactement
la même chose pour vos habitudes et les actions que vous posez au quotidien qui vont dépendre énormément de l'environnement dans lequel vous évoluez. OK? On aime ça, penser qu'on a le contrôle sur tout ce qu'on fait, mais la vérité, là, c'est que beaucoup des actions qu'on va poser au quotidien ne sont pas influencées par nos choix à nous, mais vraiment par l'option qui est la plus évidente qui est offerte à nous. OK? C'est exactement pour cette raison-là aussi, Vincent, qu'un petit changement dans notre environnement autour de nous, bien, ça peut nous apporter vraiment des grands résultats. Donc, si vous souhaitez reprendre le plein contrôle de votre vie, bien, c'est très important que vous travaillez dans des environnements qui vont être remplis de déclencheurs, si on veut, positifs ou productifs pour vous aider à faire les bonnes actions, poser ces gestes-là qui sont importants. Puis, je partage des petits trucs concrets que vous pouvez transposer à votre business pour terminer. On peut avancer dans la prochaine diapo, mon cher Vincent, où est-ce que j'avais une petite liste, je pense, de quelques trucs que je voulais partager avec l'audience pour qu'ils comprennent. Là, oups, attends-moi, j'y arrive. Tu me diras si on est à la Il y a une stratégie poker chip. Ouais. En fait, juste avant, on peut reculer. Hop, je sais pas si tu vois quelque chose avant. Il y en a un autre juste avant ça. Mais ça peut être. Ouais, celle-là, c'est parfait. Stratégie poker chip, ça, c'est une stratégie qui met en place avec un client qui est venu me voir, qui souhaitait augmenter son niveau de productivité. Et en parlant avec lui, je me suis rendu compte que c'est un grand passionné de poker. Alors, ce qu'on a décidé de mettre en place comme stratégie, c'est que il s'est acheté une minuterie, une minuterie qui sonne très fort. Il s'est mis les 30 minutes. Puis là, il fait des blocs de travail. Donc, plutôt que de faire comme un peu de tout, il fait du batching. Fait que là, pendant un bloc de 30 minutes, il va faire juste répondre à des courriels, par exemple. Lui, il fait du e-commerce, donc il va faire un autre 30 minutes, il va travailler sur son site web pour optimiser certains éléments. Fait qu'il fait des blocs de 30 minutes, puis à chaque bloc, il va mettre un jeton poker devant lui. Il sait que c'est des 30 minutes d'accumuler. Et s'il a réussi à atteindre son nombre de demi-heures qui s'est fixé dans son mois, à la fin du mois, il va aller jouer au casino avec son frère. Ils vont se faire une sortie, puis ils vont jouer au casino pour le plaisir. OK? Donc, voyez-vous comment ça, c'est être l'architecte de son environnement, parce que là, on a combiné une passion qu'il avait avec un déclencheur positif, c'est-à-dire que devant lui, il voit visuellement ses blocs de productivité. Donc, il ne peut pas se mentir. C'est là comme un rappel positif de « Hey, oublie pas de faire ton bloc de 30 minutes. Voici où est-ce que tu es rendu. » Donc, ça, c'est une forme c'est un exemple puissant pour vous aider à être plus productif. Tu peux passer à la prochaine diapo. Quand je faisais mes appels à froid, Vincent, j'avais 2 bocals que je m'étais mis, okay, 2 pots maçons. Puis, je mettais des pièces de 1$ dans un pot, qui étaient les appels que je devais faire. Puis, l'autre pot, c'était done. C'était les appels qui étaient faits. Chaque fois que j'appelais quelqu'un, je prenais 1$ puis je le mettais dans l'autre pot. Fait qu'à chaque appel, les dollars, c'était symbolique parce que c'était une opportunité de faire une vente. Et de voir combien d'appels je devais faire et combien j'étais rendu, c'était très motivant, c'était très stimulant pour continuer à faire mes appels dans la journée. Des exemples à la maison, si vous voulez boire plus d'eau, disons, au travail ou à la maison, mais mettez une bouteille d'eau dans chaque pièce. Okay? Vous allez arriver dans une pièce, vous allez boire une bouteille d'eau. Ah oui, c'est vrai, je vais boire plus d'eau, comprenez-vous? Ça marche pour les moins bonnes habitudes aussi. Là, si vous voulez manger moins de popcorn ou de croustilles, vous voulez garder ça juste pour le vendredi soir, bien, allez cacher ça dans la boîte de sapin de Noël qui est dans la salle de storage parce que c'est compliqué. Puis là, le mardi soir, ça ne sera pas facile d'accès. Vous allez vous dire, ça ne me tente pas d'aller passer 5 minutes à aller chercher ça. Fait que vous risquez de moins flancher, si on veut. T'sais. Donc, soyez créatif, soyez un observateur de votre environnement de travail, votre bureau, puis essayez d'éliminer le plus possible les déclencheurs de vos moins bonnes habitudes. Donc, tout ce qui est distraction. Moi, Vincent, j'utilise une application qui s'appelle Freedom, OK, que je peux programmer les séances de travail et ça va venir complètement bloquer toutes les applications et les sites web que je lui dis. Alors, je peux bloquer tous mes médias sociaux et c'est impossible à débloquer, en fait. Là, pour débloquer, il faut que j'écrive un texte de comme 10 pages. Je ne peux pas faire un copier-coller, puis c'est une perte de temps incommensurable. Donc, c'est fait pour que tu puisses pas le débloquer, en fait. Là. Donc, c'est un outil qui me permet d'être ultra focus. Je garde juste les outils que j'ai besoin. Et là, j'ai pas de pop-up de courriel, j'ai pas de téléphone qui sonne, il y a rien. Là. Je fais juste faire ce que j'ai à faire pendant ce temps-là. Donc, ça, c'est une autre forme d'être l'architecte de son environnement. Donc, se servir de la technologie, des outils qui sont mis à notre disposition pour venir, si on veut, augmenter notre niveau de focus,
pour être capable d'accomplir ce qu'on a à accomplir. Parce que tu le sais, aujourd'hui, la game, Vincent, c'est de ne pas être distrait. C'est difficile parce que, comme je disais plus tôt, tout le monde veut notre attention tout le temps, on est constamment sollicité. Donc, dans un contexte de productivité, là, moins, c'est plus, c'est souvent plus. Moins de distractions, c'est beaucoup plus de productivité. Donc, soyez conscient de ça. Regardez comment ça se passe, où est-ce que vous travaillez, puis quels petits changements pouvez-vous mettre en place pour vous aider à mettre de l'avant les comportements souhaités. Je parle des pots maçons pour faire le suivi aussi de ce qu'on fait. C'est un rappel visuel. Ah oui, mes appels, je suis rendu là. C'est très motivant de faire le suivi aussi des actions importantes qu'on fait dans notre quotidien. Vous voulez courir davantage, ça pourrait être, Vincent, de mettre tes souliers de course, puis tes écouteurs, puis ta bouteille d'eau juste à côté de ton lit. Fait qu'en te levant le matin, première affaire, que si vous courez le matin, disons, première chose que tu vois en te réveillant, ah oui, c'est vrai, un rappel visuel. J'enfile mes chaussures, je suis prêt à partir, je sors dehors, j'y vais, je commence. C'est ça être l'architecte de son environnement. Donc, mettez le plus en évidence que possible le déclencheur des bons comportements que vous voulez mettre en place dans votre business, les actions que vous voulez mettre en place que Vincent vous a aidé à clarifier. Comment pouvez-vous les rendre le plus évident possible dans votre quotidien? Les moins bonnes actions, les choses que vous voulez arrêter de faire ou que vous voulez moins faire, ben rendez-les les plus invisibles que possible. Donc, enlevez ça de votre champ visuel, épurez le tout. Ça va vous aider vraiment à rester concentré et développer cette précieuse constance-là vers l'atteinte de vos objectifs. Alors, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit partage-là. C'est magnifique. Vraiment, c'est un complément à tout ce qu'on a pu présenter, même plus loin que ça. Donc, vraiment, Étienne, Tony, extraordinaire, mon ami. Vraiment extraordinaire. Je me permets juste de récapituler au haut niveau les trois points les plus importants que je pense que tu nous as partagés. Premièrement, de ne jamais négliger chacune des pas que l'on fait parce que quand on les néglige, on est plus dans le négatif, on est dans ce que tu appelles, toi, la vallée des déceptions. Et à un moment donné, il y a ce point de bascule-là, ce moment, ce X-là, ce point de rupture qui fait en sorte qu'on se mette davantage à récolter. Donc, de toujours prendre le temps de ne pas de garder le nez collé sur l'arbre et d'être conscient de chacun des pas que l'on fait. Ça, c'était un point que tu nous avais mentionné. Ensuite, tu nous as parlé de l'identité par rapport à nos objectifs. Donc, ce n'est pas nos objectifs qui doivent nécessairement être le point d'ancrage. On est conscient qu'on a une identité, c'est notre point d'ancrage. Il faut être conscient de nos croyances derrière ça, mais d'être capable de connaître notre destination. Qu'est-ce que finalement nos objectifs vont nous permettre de devenir et comment nos objectifs peuvent nous servir davantage à être cette identité-là qu'on veut avoir. Et j'adorais ton mantra, vraiment ton mantra qui était très important. Qu'est-ce qu'une personne qui réussit ou qu'est-ce que telle personne ou qu'est-ce que tel mentor pourrait faire qu'est-ce que cette personne-là ferait dans un cas pour atteindre les objectifs. Donc, un mantra, à mon point de vue, extrêmement puissant. Et en dernier, d'être architecte de notre environnement. Bref, faire en sorte de mettre dans notre champ de vision tout ce qu'on veut de plus et d'enlever de notre champ de vision tout ce qui nous nuit et nous freine ou nous ralentit ou tout simplement qu'on veut moins voir dans notre vie. Donc, d'être conscient que notre environnement a un impact direct sur notre réalité et notre productivité. Très bien résumé, Vincent. Tu as très bien écouté mes partages. Merci pour ce récapitulatif et vraiment super honoré de ton invitation. Merci. Puis, je veux juste me permettre, Étienne, si tu permets, de mettre ta petite phrase qui est là parce que je la trouve extrêmement puissante que tu nous dis. Je n'ai jamais vu personne rester constant avec des habitudes positives dans un environnement négatif ou surchargé. Donc, qui nous revient encore à notre environnement. Mais je pense qu'il réunit encore le tout de, si on veut être constant, on se doit d'être positif dans notre façon d'agir. Étienne, merci. On aurait pu en prendre encore extrêmement longtemps. S'il y a des gens qui veulent savoir ou qui ont besoin d'avoir un peu plus d'informations sur ce que tu fais, je mets tout de suite à l'écran ton site internet tonyc.coach où ils peuvent immanquablement te rejoindre. Également, j'imagine qu'on peut te rejoindre sur les différents médias sociaux.
Exactement, oui. Donc, vous allez me trouver, je suis particulièrement actif sur Facebook et Instagram, un peu moins sur LinkedIn, mais ça va faire partie d'un objectif que je me donne pour 2023, donc avoir un peu plus de constance sur LinkedIn, mais principalement donc Facebook et Instagram. Vous allez pouvoir suivre les développements en lien avec mes différents programmes sur les habitudes, mais également avec mon petit lieu ici au Portugal. Donc, on a un projet touristique qui est en développement et qui va voir le jour dès le printemps prochain. Donc, si vous avez envie de vacances, si le Portugal vous interpelle, ben, je vous invite à me suivre parce que vous allez pouvoir être aux premières loges et on aura peut-être l'honneur de vous recevoir chez nous. On est situé entre Lisbonne et Porto, alors ce sera un plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça va être vraiment une joie d'échanger avec vous. Vincent, merci encore pour ta confiance. Vraiment, mon ami, ça a été un plaisir. Merci pour ce beau témoignage-là que je fais la bonne chose, que je suis au bel endroit. Puis bravo aussi pour ce que tu fais. Tu es vraiment quelqu'un de très inspirant. Tu as une belle découverte, une belle continuation à toi. Puis merci à tous pour votre écoute. Merci Tony, c'est gentil, j'apprécie grandement. Merci de ta confiance, merci de tes bons mots. Merci infiniment. On se dit à très bientôt. C'était Vincent, votre optimisateur de performance qui vous dit ciao tout le monde. Bye.